Imposer sa chance, parce que parfois il faut l'imposer. L'impact auprès des enfants est bien plus fort qu'au niveau des adultes. On peut tout apprendre seul, sauf le caractère. Apprendre des erreurs des autres, ça permet d'accélérer les choses également. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans les fonds d'actu, je suis ravi de vous retrouver sur ce plateau. Aujourd'hui, vous allez voir, on parle d'investissement, mais pas comme d'habitude. On a la chance d'avoir Maxime Gillot, c'est le fondateur de l'Envie, et il a fait de la gestion une sorte d'art de l'équilibre, vous allez voir, on va en parler. Bonjour Maxime. Bonjour. Bienvenue à la maison. Merci. Je suis ravi de vous recevoir. On va le voir, on va parler effectivement d'investissements différents, mais avant ça, j'aimerais savoir votre parcours d'homme. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous faites l'actu? Écoutez, j'étais déjà analyste hedge fund pendant une bonne dizaine d'années, donc j'ai pu rencontrer les meilleurs gérants alternatifs pendant une décennie. D'accord. Avant de lancer l'Envie, donc c'était en 2010, donc ça fait déjà 15 ans. Donc 15 ans. Vous ne les faites pas, hein? Pour arbitrer donc les actions, obligations, matières premières. Ouais. Donc ça, on a fait ça pendant une bonne dizaine d'années avant d'avoir cette vague de crypto-monnaies qui est venue dans le CESU, n'est-ce pas? Et donc c'était une classe d'actifs qui était nouvelle, liquide, très volatile et inefficiente. Ouais. Et donc on a commencé à appliquer nos modèles sur ce type d'actifs. Et ça a très bien marché pour nous. On a levé 150 millions donc en 2020. Et puis, on a donc réussi à avoir à peu près une vingtaine de pourcents de retour par an, avec très peu de volatilité. Alors, attendez, vous allez trop vite pour moi. Vous allez beaucoup trop vite. Les gens qui nous regardent veulent vous connaître avant tout. Vous partagez votre vie, finalement, j'ai compris, entre la France un petit peu, la Suisse. Oui, c'est vrai. Et l'Autriche. Et Oui, l'Autriche, ouais, que vous êtes allé chercher, on va le dire, même de façon familiale, pour que les enfants apprennent une autre langue. C'est ça qui vous anime également? La culture et le fait que la société puisse amener une autre langue à nos enfants qui apprennent tout très jeunes. C'est On vrai. a trouvé ça intéressant. Donc oui, Vienne et puis la Suisse alémanique et la Suisse romande aussi pour notre visite. Ça, c'est votre cadre de vie. On est content de vous avoir. Cette émission est enregistrée à Paris. On est content de vous avoir de passage à Paris. Alors, on le disait, l'Envie, le nom, il est un petit peu intriguant. Si on devait résumer votre activité comme vous avez commencé à le faire, mais attention, je vais vous donner une contrainte, cher Maxime, c'est que vous allez devoir le faire, mais pour un étudiant de 15 ans, qu'est-ce que vous diriez de cette activité? Je prends souvent une phrase de René Char qui disait serre ton risque, et va vers ton bonheur et impose ta chance. À te regarder, ils s'habitueront. Et c'est une phrase qui m'a marqué, parce qu'effectivement, il faut aller vers son risque, donc il faut bien y aller à un moment donné. D'accord. Alors, attendez, qu'on parle de risque, on parle d'investissement. Bien sûr. Et bien sûr, servir son bonheur et imposer sa chance, parce que parfois, il faut l'imposer. Et à vous regarder, ils s'habitueront. Ça veut dire que malgré les critiques, vous pouvez continuer. Et donc, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses dans cette phrase. Et donc, ça a été une forme de motto pour l'Envie, effectivement. L'Envie. Je comprends un peu mieux maintenant ce qu'est l'Envie. Bon. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, finalement, c'est qui vos clients? On a tout type de clients, enfin, des gérants indépendants, des entreprises, des riches individuels. Donc, ça peut être des petits comme des gros investisseurs. On a vraiment tout type de typologie. Vous êtes à la fois entrepreneur, mais ancien président de club de basket. Qu'est-ce que ça dit de vous, ça? Bon, c'est simplement une passion. Donc, vous vivez une passion avec les quelques compétences que vous avez. Donc, la finance et la gestion en ce qui me concerne. Et puis, donc, le basketball, effectivement. Et donc, là, il se passe en plus beaucoup de choses avec la NBA Europe qui arrive. Donc, il y a plein de choses à voir et c'est très intéressant. On est encore dans la course, les Français, là-dessus, nous? Oui, bien sûr. Je crois qu'il y a deux équipes, l'Asvel et ça, c'est pas si quoi, l'Asvel, grosse passion. Oui, bien sûr. Et donc, ces deux clubs, à mon avis, peuvent intégrer la NBA Europe bientôt. Et c'est un autre sujet, mais c'est passionnant. OK. Votre philosophie de vie, je l'ai noté, c'est le temps en bonne santé est limité. Comment cette idée, même si vous l'avez un peu dépeint, elle guide votre vie? Je pense effectivement que notre espérance de vie est relativement courte, qu'on a peut-être encore, on ne sait pas, 10, 15, 20, 25 ans allez-y plus. en bonne santé. Donc, il faut être extrêmement précis, à mon sens,
sur ce qu'on veut faire et ce qu'on veut être, parce que ça passe vite. Et je pense que voilà, il y a encore quelques années, vous pensiez peut-être, je sais pas, étudiant, mais c'était il n'y a pas 10 ans, 12 ans, mais ça 20 ans, 25 ans. C'est vrai. Et donc, ça passe extrêmement vite. Donc, il faut être extrêmement précis sur ce qu'on vise. Et voilà, donc on a cette optique en tête. Et ça va même plus loin, parce que j'ai noté une autre phrase de vous. Vous dites également « Je préfère mourir plutôt que d'abandonner ». Ça dit beaucoup de cette envie, c'est chevillé au corps, quoi. Là, je disais ça par rapport à une période plus difficile en 2015. 2015, effectivement. Voilà, où on a perdu de l'argent. Et là, expliquez-nous cette période, parce que j'ai peur que les gens ne puissent pas comprendre. Qu'est-ce qui se passe en 2015 ? En 2015, on perd de l'argent. Et du coup, tout indique que on devrait se retrouver comme des professionnels dans d'autres sociétés, mais pas indépendants. Et donc, c'est là où on voit, à mon sens, il y a aussi une autre citation que j'aime bien qui dit qu'on peut tout apprendre seul, sauf le caractère. Et donc, c'est l'expérience extérieure qui vous forge, en fait. Tout le reste, vous pouvez l'apprendre quasiment tout seul, avec de la volonté. Et donc, ce caractère-là, il a été forgé par les événements. Et c'est là que vous voyez que c'était finalement probablement irrationnel de continuer à l'époque. Mais au final, ça a quand même été effectivement une remise en cause. Ça a été dur. Ça a été un moment un peu dur. Bien sûr. Vous vouliez investir sans subir les fameuses montagnes russes qu'on connaît dans les marchés. Mais alors, finalement, comment vous y êtes parvenu ? Alors, on applique principalement des stratégies d'arbitrage, ce qui veut donc dire que vous achetez et que vous vendez le même bien, mais à des endroits différents. Okay. Et donc, vous gagnez sur la différence. Et ensuite, vous faites une sorte de récurrence de ces transactions qui vous fait que vous pouvez gagner de manière bien plus stable et donc prendre d'autres risques que juste de détenir des actions ou des obligations ou des matières premières ou de l'or. C'est ça. Et donc, là, par exemple, ça fait à peu près plus de 2 ans qu'on n'a pas de mois négatif, tout en faisant plus de 20% par an. Donc, par rapport au Bitcoin, c'est très peu. Oui. Mais le fait qu'on n'ait pas de mois négatif, c'est un autre type de risque. Donc, c'est peut-être une autre type de... En fait, c'est noté. Vous visez plus 15% par an avec moins de 12% de volatilité. Ouais. Donc, en fait, c'est de la magie quasiment, la presse. Non, c'est un autre type de risque, effectivement. Il y a des risques de contrepartie, il y a d'autres types de risques qu'on prend. Mais c'est sûr qu'on peut penser différemment, d'où la gestion alternative, enfin la définition de la gestion alternative. Vous avez, dans votre carrière, rencontré plus de 300 dirigeants de grandes entreprises. Qu'est-ce que vous avez retenu des meilleurs, on va dire ? Oui. Alors, c'était des gérants de fonds d'investissement. Ouais. Et alors, bien sûr, on peut toujours être impressionné par leur qualité intrinsèque, mais on peut aussi apprendre, et c'est ça qui est aussi intéressant, des erreurs des autres. C'est-à-dire que les petits biais que vous voyez parfois créent des conséquences ou d'un effet domino parfois inattendu, et que vous pouviez peut-être pressentir à la base. Et donc, apprendre des erreurs des autres, ça permet d'accélérer les choses également. Et donc, d'éviter ou de tenter d'éviter ces biais que vous avez pu voir. Donc, si quelqu'un est un peu trop téméraire ou agressif ou autre, ou trop prudent, par exemple. Ça marche en inversement. Et donc, les intérêts composés sont normalement exponentiels. Donc, il y a une espérance de vie à la fin. Donc, si vous êtes prudent, ça ne marche pas forcément de manière idéale. Donc, il y a ce juste milieu à trouver. Et je pense que ça nous a beaucoup aidé, cette expérience. Chez LMV, vous combinez, bien entendu, et on l'espère, cerveau humain et machine. Où commence la technologie et surtout à quelle dose vous l'utilisez ? C'est une question intéressante. En fait, pour nous, on voit ça un peu comme dans un avion. Dans un avion, vous voulez l'avion avec le maximum d'automatisme, des meilleures machines et autres, mais vous voulez quand même un pilote dans l'avion. Donc, nous, on n'a pas tout automatisé non plus. D'accord. Parce que les marchés sont erratiques, ou surtout justement dans Donc là, on a besoin d'humain. Donc oui, il y a un filtre humain qui filtre la sélection systématique donc des machines. Donc il y a les deux, effectivement, il y a les deux. Et c'est assez, on va dire, unique, puisque souvent, soit vous avez des traders ou des investisseurs quantitatifs, donc uniquement systématiques, ou soit vous avez des investisseurs uniquement discrétionnaires, donc ils le font un peu au flair, à l'expérience. Et nous, on essaye de cumuler les deux, en fait. D'accord. On le disait, et on le voit d'ailleurs, vous êtes quand même un amateur de citations et de grandes phrases. Pour être tout à fait honnête, il y en a une que j'ai lue
Et je ne l'ai pas, ce monsieur-là. Vous citez souvent Charlie Munger. Déjà, qui est ce monsieur? Bon, Charlie Munger, c'était, parce qu'il il est décédé l'année dernière de Warren Buffett. Ah, ok, d'accord. Donc, effectivement, je trouve que c'était un philosophe. Et il a dit du temps vide pour réfléchir. Si on l'applique à vous, qu'est-ce qui aujourd'hui, avec ce qu'on connaît de votre carrière, dans votre agenda, n'est plus négociable? Effectivement, c'est le temps de réflexion. Je pense que si vous dégagez plusieurs heures de réflexion par jour, donc ça paraît contre-intuitif ou contre-productif, en fait, si vous prenez une bonne décision par jour de manière cumulative, à la fin d'une décennie, ça fait beaucoup de décisions. Et donc, le fait de voir juste, surtout dans ce métier, c'est la clé. Donc, effectivement, on se laisse beaucoup de temps de réflexion. Mais alors, comment ça marche? Ou de lecture. Ah, c'est-à-dire, voilà, c'est ça que je voulais savoir. C'est bien de le dire comme ça, mais 1 heure de réflexion pour Maxime, comment ça se marche? Vous enfermez dans votre bureau, personne n'a le droit de vous déranger. Ça fonctionne comment? Ça prend différentes formes. Ça peut être des démarches dans un parc comme lecture ou une réflexion, effectivement, ou même lors d'une discussion avec une personne. Donc, ça peut prendre un temps intellectuel. Voilà. Et je pense que le cumul de ces décisions qui sont issues de ces réflexions, à la fin, ça a fait une différence, à mon sens. Bien sûr. A posteriori. On va parler un petit peu durabilité, parce que c'est dans toutes les bouches aujourd'hui, en 2025. Comment, aujourd'hui, vous conciliez performance et responsabilité? Oui, mais c'est une responsabilité aussi de ne pas subir les fluctuations, parce que c'est vrai. les actions à moins 50%, psychologiquement, c'est difficile. Les cycles économiques sont quand même la plupart du temps marqués. C'est vrai. En 2000 et 2013, par exemple, il y a eu une stagnation des actions, 13 ans, c'est long. Et on estime que la stabilité aide. Aide à investir, aide à dépenser, aide à réfléchir, aide à vivre. La stabilité évidemment, des retours. On en manque un petit peu en ce moment, nous, en France. Alors voilà, dans le monde macroéconomique, effectivement, ça peut faire du bien. Oui, effectivement. Votre métier vous amène à parler, brasser, voire beaucoup d'argent passer autour de vous. Et pour autant, vous avez fait d'un principe une cause que je trouve assez noble, c'est la pauvreté infantile. Déjà, expliquez-nous pourquoi. On aide beaucoup ces causes parce qu'on s'est dit que dans la vie, ceux qui sont extrêmement pauvres très jeunes, on parle de l'extrême pauvreté, finalement, ils sont nés sans avoir eu la chance. Sans avoir eu la chance de jouer comme nous, on a né du mauvais finalement. Voilà. Et donc, et aussi parce que l'impact auprès des enfants est bien plus fort qu'au niveau des adultes, a priori. C'est encore des êtres malléables qui sont influençables et donc on peut faire probablement progresser plus vite. Et donc, on estime qu'on a plus d'impact sur l'enfance que sur, malheureusement... oui, mais ça vous avez raison. Donc, on va plutôt se concentrer sur les extrêmes. Donc, effectivement, c'est une cause qui nous touche. Vous, on peut vous ranger dans 2 cases, finalement. Philosophe ou homme d'affaires, vous préférez laquelle? Je pense que les deux se cumulent, en fait. Mais ce qui aide beaucoup, c'est effectivement le fait d'appliquer plusieurs disciplines. C'est-à-dire avoir une notion des sciences politiques ou de la géopolitique, des mathématiques, de l'histoire, de la philosophie. C'est le croisement de tout ça, à mon avis, qui a quand même conduit beaucoup à une sorte de certain succès. Tout à l'heure, on en parlait avec le sourire. Vous êtes fan de basket. Mais ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que ça dit de votre management ou quel rapport il pourrait y avoir entre le basket, le jeu long et votre style dans votre boulot? Oui, on parlait par exemple de Lasvel. L'Envy, c'est votre Lasvel, finalement. Justement pas, en fait, parce que ce qui m'a impressionné, en fait, par exemple, le travail de Jean-Michel Aulas ou de Nathan Muller, de Tony Parker, c'est qu'ils ont eu un rêve, c'est-à-dire d'accrocher l'NBA Europe. Ils ont tout fait pour, et là, ils sont en phase, en phase de le réaliser. Ça m'a marqué, Alors que l'MV, c'était plutôt l'aspect conservateur des intérêts composés qui a fait que vous décolliez. D'accord. Et donc, c'est 2 approches différentes. Et c'est pour ça que ça m'impressionne, en fait. Et ils m'ont impressionné dans leur management. Et en fait, je trouve qu'on est complémentaires dans notre façon de penser. C'est une source d'inspiration pour vous? Oui, de certaine manière, parce qu'ils sont différents. Et au final, je pense... Ils arrivent à un objectif. Voilà. Maxime et l'Envy,
en 2035, si on se projette un peu, vous serez où, vous ferez quoi? Qu'est-ce qui aura changé selon vous? J'espère le moins possible, parce que le principe des intérêts composés, c'est que ça puisse être exponentiel, Ouais. et dès que donc ça se joue sur le long terme, effectivement, et donc il vaut mieux ne pas arrêter les intérêts composés, n'est-ce pas? Et donc on espère effectivement continuer la plus grande stabilité pour nos investisseurs, c'est sûr. Maxime, merci beaucoup d'avoir partagé cette sagesse avec nous, quelque Merci. part. On va mettre autour de cette vidéo toutes les informations pour les gens qui souhaiteraient peut-être vous contacter, avoir des précisions sur votre activité. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous, cher Maxime. Partagez. Maxime Gillot, le patron de l'Envie, a fait l'actu aujourd'hui. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. D'ici là, tâchez d'être heureux parce que le reste, ça suit toujours. Bye bye.